9h17 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. C'est l'heure tout de suite du journal de l'économie avec vous, Pauline Paccard. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec cette réunion des ministres de l'économie des 27 qui a lieu aujourd'hui à Bruxelles. Il y a du pain sur la planche avant le sommet européen de lundi prochain. Et oui, on va faire un peu le tour des sujets qui sont sur la table aujourd'hui. On va parler d'un premier sujet, celui de la convergence fiscale. C'est un sujet qui est très cher, on le sait, au couple franco-allemand, mais qui fait polémique au sein des 27. Écoutez les explications de notre correspondante à Bruxelles, Cataline Landaburu. Le couple franco-allemand voudrait inscrire dans le marbre du traité européen en préparation des propositions sur la convergence fiscale pour tous les pays membres de la zone euro. Alors celle-ci viserait par exemple une taxe commune sur l'énergie, mais aussi une harmonisation de l'impôt sur les sociétés au niveau européen. Alors l'idée n'est pas nouvelle, mais elle se heurte, on le sait, à l'opposition de plusieurs pays, au premier rang desquels l'Irlande, qui refuse catégoriquement de relever son taux de 12,5% aujourd'hui, le plus bas au sein de l'Union européenne. Alors, autre sujet qui fâche, la taxe sur les transactions financières, bien sûr, que la France menace d'adopter de façon unilatérale. Alors, plusieurs pays comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne pourraient accepter l'idée à certaines conditions, mais d'autres États membres, la Suède, le Danemark ou le Royaume-Uni, bien sûr, ils sont farouchement opposés. Pour eux, une telle taxe serait contre-productive, faute d'un accord international sur le sujet. Alors, aucune décision n'est aujourd'hui attendue sur ces sujets qui fâchent. L'objectif, c'est de faire avancer les discussions d'ici au sommet européen qui est prévu, lui, lundi prochain à Bruxelles. Et puis un sujet que ne manqueront pas d'aborder les 27, c'est bien sûr la crise de la dette et le cas, bien sûr, grec. Et oui, et si Elisabeth, la pression s'est relâchée au sein de l'Europe, elle ne faiblit pas. Sur la Grèce, il en a beaucoup été question hier pendant la réunion de l'Eurogroupe. Vous savez qu'on est en pleine négociation sur le déblocage des aides promises par les Européens en octobre dernier, 130 milliards d'euros. Et le temps presse pour Athènes qui doit rembourser 14 milliards d'euros de prêts d'ici au 14 mars prochain. Deux choses à retenir de la réunion de l'Eurogroupe d'hier. D'abord, selon les 17, la Grèce doit faire des efforts supplémentaires pour réduire ses déficits. Les objectifs de l'année 2011 n'ont pas été atteints. On écoute tout de suite le patron de l'Eurogroupe. Il est évident que le plan de redressement grec a dérapé. Nous devons donc d'abord décider de nouvelles actions avant d'envisager un accord sur un nouveau plan d'aide pour la Grèce. Et puis, autre information, Elisabeth, les négociations entre Athènes et les créanciers privés qui visent à effacer une partie de la dette grecque, elles ne sont pas encore arrivées au bout. Elles vont se poursuivre jusqu'au 13 février avec évidemment cette échéance du 14 mars très urgente donc pour la Grèce. Et puis un autre sujet dont il a beaucoup été question hier lors de l'Eurogroupe, augmenter la taille du futur fonds de secours permanent de la zone euro, le MES. Et oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça fait débat. Le MES, c'est le fonds pérenne qui doit prendre la place du dispositif de soutien temporaire actuel, le FESF. Il devrait être doté à partir du mois de juillet prochain d'une capacité de près de 500 milliards d'euros, un montant jugé insuffisant par certains, notamment par Christine Lagarde, la patronne du FMI. Les ministres des Finances ont adopté les grandes lignes du mécanisme européen de stabilité, le MES. Mécanisme de secours permanent pour les pays en difficulté de la zone euro. Celui-ci doit être lancé en juillet prochain. Concernant le MES, sur lequel nous sommes d'accord et que nous voulons mettre en œuvre, nous poursuivons nos efforts afin d'avoir un processus décisionnel plus stable et plus complet pour les marchés. Le MES doit notamment faciliter les prises de décision. En situation d'urgence, elles pourront être prises à une majorité qualifiée. Et contrairement au FESF, dont la capacité de prêt dépend entièrement des garanties des États participants, le MES sera doté de 80 milliards d'euros de fonds propres. Pendant une période de transition d'1 an entre l'entrée en vigueur du MES et l'extinction du FESF mi-2013, la capacité de prêt des deux fonds sera de 500 milliards d'euros. Ce plafond pourrait être revu d'ici juillet. Certains pays, comme l'Italie, plaident pour une force de frappe renforcée. C'est aussi le cas de la directrice générale du FMI. Augmenter la taille du MES,
Je n'ai pas dit son doublement. Augmenter sa taille et identifier un calendrier clair et crédible pour le rendre opérationnel aiderait beaucoup. Mais l'Allemagne se fait prier. Berlin ne se dit prêt à augmenter ses participations qu'en échange de règles budgétaires strictes imposées aux membres de la zone euro. Et on revient maintenant sur les conséquences des sanctions européennes à l'égard du pétrole iranien. Un coup dur pour Téhéran, mais pas seulement, Pauline. Et oui, 1/5 de la population iranienne, on l'a beaucoup dit depuis hier, va vers les cuves européennes. Mais cette sanction, selon certains, pourrait aussi se retourner vers des pays européens, notamment les pays européens qui sont le plus touchés aujourd'hui par la crise de la dette. Regardez. À l'unanimité, l'Europe a décidé de sanctionner l'Iran et son programme nucléaire. Un embargo pétrolier sans précédent. Ça veut dire qu'on va paralyser peu à peu l'activité économique de l'Iran et priver le pays d'une grande partie de ses ressources. Le pétrole, une ressource fondamentale de la République islamique. L'exportation de brut représente 80% de la richesse du pays. Mais les sanctions européennes n'ont pourtant pas de quoi faire peur à Téhéran, car si l'Europe représente 20% des exportations de brut iranien, les débouchés ne manquent pas pour l'or noir du pays. Actuellement, 65% des ventes de pétrole iranien vont vers des pays comme l'Inde, le Japon et la Chine. Cette dernière pourrait d'ailleurs facilement se substituer à l'Europe. Les Chinois, bons commerçants, se tournent vers les Iraniens en leur disant « Si vous réduisez fortement le prix de votre pétrole, nous pourrions augmenter à nouveau nos achats. » Donc les Iraniens trouveront toujours moyen de vendre une partie de leur pétrole. Mais l'effet de cet embargo pourrait aussi faire monter le cours du brut, un désavantage pour l'Europe qui devra alors payer son pétrole plus cher. L'Arabie saoudite a toutefois annoncé qu'elle fournirait le volume que l'Iran n'aura plus le droit de vendre. En attendant, Téhéran n'a toujours pas mis sa menace à exécution, bloquer le détroit d'Ormuz, là où transite plus du tiers du pétrole mondial. Voilà, et précisément après ces menaces européennes, le baril de Brent est en hausse légère, hausse tout de même un peu plus de plus 1% à $110 le baril de Brent. Et justement, en parlant de pétrole et jouer sa survie depuis plusieurs semaines, le raffineur suisse Petroplus est en faillite. Et oui, suite à l'échec des négociations avec ses créanciers, le groupe suisse se dit insolvable et se prépare effectivement à la mise en faillite de la société en Suisse, mais aussi de ses filiales à l'étranger. Petroplus ne peut plus rembourser ses dettes qui s'élèvent aujourd'hui à un peu moins de $2 milliards. Le raffineur, on s'en souvient, a mis en vente la semaine dernière la raffinerie de Petit-Couronne en France. Allez, il est temps de regarder, de jeter un œil au marché, Pauline, marché européen. Marché européen, l'ouverture qui sont dans le rouge, Elisabeth, c'est du rouge dans les 3 grandes places financières européennes, notamment moins 0,81%. On va suivre de très près aujourd'hui les valeurs financières avec cette information qui nous parvient et ces banques françaises qui ont été dégradées par l'agence de notation Standard & Poor's, Société Générale, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'épargne qui ont été dégradées. Conséquence évidemment de la dégradation de la note française la semaine dernière. Et puis la Caisse des dépôts également qui a été dégradée par l'agence de notation américaine. Avant de nous quitter, Pauline, les chiffres du jour rapidement. 4 milliards, Elisabeth, c'est le nombre de vidéos visionnées par jour sur YouTube. C'est un chiffre communiqué par Google, sachant, Elisabeth, qu'il y a 2 milliards d'internautes sur Terre. Nul doute que certains regardent plus d'une vidéo par jour. Merci beaucoup, Pauline. C'est la fin de ce journal de l'écho, la fin également de cette demi-heure d'info. Vous retrouvez dans un instant Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.